Très bien. Bonsoir tout le monde. Tous les organisateurs d'abord, les conférenciers et puis tous les participants. La question qui m'a été confiée, c'est celle de la drépanocytose et du paludisme. Je passe sur les présentations pour dire que cette présentation va être structurée autour de 6 points. Dans un premier temps, je ferai un rappel bref sur le paludisme et la drépanocytose en santé. Je parlais ensuite du diagnostic du paludisme et de la physiopathologie de la maladie. Là, j'insisterai uniquement sur le neuropaludisme qui est plus connu. Ensuite, je parlerai de la relation entre drépanocytose et paludisme, le mécanisme de la sélection des traits drépanocytaires en zone d'endémie palus. Et je viendrai sur la question de la prévention du paludisme chez le drépanocytaire avant de terminer par un résumé. Ça va, la voix porte? Est-ce que vous m'entendez? Professeur Dapa, parlez juste un peu plus fort et puis c'est bon. Ok. On vous entend, moi je vous entends à la technique, je vous entends. Allez-y. Alors, on va donc commencer par un rappel sur l'ampleur du paludisme en santé pour dire deux choses. Que le paludisme, comme vous le savez, est une maladie qui est caractérisée par la fièvre et qui éclate les globules rouges, ce qui fait qu'on l'a appelée une érythrocytopathie fébrile hémolysante, laquelle est provoquée par des espèces plasmodiales. On n'entend pas, monsieur professeur Dapa, on ne l'entend pas. Vous ne m'entendez pas. Alors, comment je vais faire pour... On ne l'entend pas, monsieur Dapa. Ok, alors... Alors, je parlais de l'ampleur du paludisme en santé pour dire que le paludisme est une maladie qui est responsable de fièvre et d'un éclatement des globules rouges, ce qui fait qu'on l'a appelée érythrocytopathie fébrile hémolysante, provoquée par 5 espèces plasmodioles, dont la plus fréquente en Afrique subsaharienne est ce qu'on appelle le Plasmodium falciparum. En 2018, il a été rapporté 228 millions de nouveaux cas de paludisme dans le monde, dont 155 millions dans 11 pays où l'affection est à l'état endémique, particulièrement en Afrique subsaharienne, et avec 405 000 décès, dont 67% avant l'âge de 5 ans. C'est dire que des progrès importants ont été faits dans la lutte contre le paludisme, mais que cette affection reste encore une affection tout à fait préoccupante avec le nombre de décès qu'on enregistre. Alors, parlons. Alors, parlons de l'ampleur de la reproduction en santé. Très peu de choses bien précises aujourd'hui, mais ce qu'on rapporte, c'est qu'environ 150 millions de porteurs du gène drépanocytaire sont comptés dans le monde, avec plus de 500 000 naissances drépanocytaires. Entendez par là ce qu'on appelle communément les syndromes drépanocytaires majeurs, autrement dit, les formes qui s'expriment.
En Afrique, on compte entre 200 et 300 000 naissances de syndrome drépanocytaire par an, avec plus de 400 000 selon les prévisions en 2050. Alors, quel est l'impact en santé? Il faut dire que lorsque les drépanocytaires n'ont pas de suivi médical régulier, la mortalité reste encore élevée et malheureusement, je crois que c'est le cas en Afrique où les soins ne sont pas encore très bien organisés. La drépanocytose est une maladie qui est chronique et qui est responsable de ce fait d'une souffrance à la fois physique et psychologique. Enfin, comme impact économique, c'est une affection dont la prise en charge coûte cher, notamment pour les populations aux revenus limités, tel que c'est le cas en Afrique. Comment fait-on le diagnostic du paludisme? Il y a essentiellement deux méthodes ou techniques de diagnostic. C'est ce qui est utilisé aujourd'hui même dans les fins coins de brousse, les tests de diagnostic rapide. Heureusement, ce sont des tests immunologiques dont l'avantage est que les résultats sont obtenus très rapidement selon les tests entre 5 et 30 minutes. La sensibilité est assez importante, en effet. Selon l'OMS, cette sensibilité se situe à 95% lorsque la parasitémie est entre 50 et 100 globules rouges parasités par microlitre. GRP disait globules rouges parasités. La deuxième technique, c'est la goutte épaisse classique, qui est la technique de référence. Cette technique permet de quantifier la densité parasitaire. Sa sensibilité est bonne puisqu'elle permet de détecter le parasite même à des parasitémies comprises entre 10 et 20 globules rouges parasités par microlitre. L'inconvénient, c'est que le délai est quand même long. Il faut attendre 2 heures pour avoir les résultats. Les autres moyens de diagnostic sont le frottis-dense, le QBC et la PCR. Il faut noter que ces moyens sont moins sensibles. Le QBC quand même a une sensibilité très importante et qu'ils peuvent coûter cher, notamment la PCR, et prendre beaucoup de temps. Pour faire le diagnostic d'espèce plasmodiale, on va s'aider du frottis mince de sang et de plus en plus, on a ce qu'on appelle des kits commerciaux qui nous permettent de faire ce diagnostic d'espèce. Parlons de la physiopathie du paludisme. En effet, après l'infestation palustre, l'évolution clinique de l'infection va se faire selon des stades qui ne sont pas obligatoires. Soit l'infection est asymptomatique, on parle de paludisme asymptomatique, soit l'infection se manifeste de façon modérée, soit l'évolution se fait vers une forme grave, on parle de paludisme, parfois malheureusement vers le décès. Les facteurs qui commandent cette évolution vers les formes graves sont assez multiples et je les ai regroupés en facteurs liés aux parasites, facteurs liés à l'hôte et en facteurs géographiques et sociaux. Ce schéma publié par Lumiller en 2000 dans Nature résume ces facteurs et vous voyez qu'en ce qui concerne le drépanocytaire est parmi les premiers facteurs de sélection naturelle connus. Alors, ça nous avance un peu vers la question de la relation entre paludisme et drépanocytose. Parlons de la forme
grave qui est le neuropaludisme. Comment explique-t-on cela? Il y a un modèle qui a été proposé par notre ami le Kanadouki Gabon, qui est que pour expliquer ce phénomène, il y a en fait une réduction importante du flux sanguin au niveau cérébral, réduction qui est due à 4 phénomènes. D'abord, ce qui se passe, c'est que les globules rouges parasités vont s'agglutiner les uns contre les autres pour former des sortes de clous. Deuxième phénomène, troisième phénomène, c'est la cytoadhérence des globules rouges parasités. Autrement dit, c'est la situation où le globule rouge parasité adhère à l'endothélium vasculaire qui est vu schématisé comme une seule couche de cellules. Okay. Là, c'est la lumière du vaisseau. Ici, c'est l'endothélium vasculaire. Quatrième phénomène, c'est la production de molécules appelées cytokines inflammatoires qui vont donc agresser, si vous voulez, l'endothélium et provoquer une inflammation chronique. Et c'est pour ça d'ailleurs que la drépanocytose apparaît comme, on va voir plus loin, une maladie inflammatoire en mimant ce phénomène. Le tout aboutit donc à ce qu'on appelle un blocage mécanique des capillaires. Alors, cette physiopathologie du neuropaludisme étant faite, on va passer à la relation entre le paludisme et le gène drépanocytaire. Cette relation a été évoquée il y a déjà plusieurs années, depuis les années 50, à partir de constats d'abord épidémiologiques. Le premier constat, c'est la grande fréquence du gène drépanocytaire dans les zones impaludées. Le deuxième constat, c'est la superposition entre les zones de grande fréquence du trait drépanocytaire et l'endémie palus, comme vous pouvez constater en comparant ces deux images de l'Afrique en haut et en bas. En haut, trait drépanocytaire, en bas, endémie palus. Ceci a conduit donc à l'hypothèse davantage de survie des traits drépanocytaires et donc à ce modèle de polymorphisme équilibré. Parce que ce qu'on sait, c'est que les homozygotes meurent tôt, avant 5 ans le plus souvent, et pourtant on constate une augmentation du gène drépanocytaire. Eh bien, c'est ce phénomène de polymorphisme équilibré qui explique cela. Alors, jusque vers les années 2000, on était encore sur ces évidences, je dirais, épidémiologiques. Les évidences cliniques ont été rapportées donc, vers les années 2000 et une des études significatives que j'ai trouvées, c'est celle de Aido, du Nigeria, qui a été publiée dans le Lancet en 2002. Cette étude porte sur une cohorte de plus de 1000 enfants diagnostiqués dès la naissance et suivis pendant 5 ans. Et comme vous constatez, vous avez en haut la courbe des sujets AS ou trait drépanocytaire, en bas la courbe des enfants AA et plus bas la courbe des enfants SS. Très clairement, il y a vis-à-vis du paludisme un avantage de survie des sujets AS. La deuxième étude est une étude que nous avons conduite personnellement dans le pays d'Ogon et qui a porté sur plus de 2000 enfants âgés de 3 à 59 mois. Ce tableau vous montre clairement que sujet AS comme le sujet AA font l'infection paludisme. Par contre, lorsqu'on s'intéresse aux formes graves de paludisme,
il y a une différence statistiquement significative entre ces deux phénotypes. En effet, on va observer moins de sujets AS atteints du paludisme sévère que les sujets AA. C'est donc l'hypothèse de sélection. On n'a pas trouvé dans cette étude de sujet homozygote SS qui a présenté une forme sévère de paludisme. Il y avait 5 cas de paludisme non compliqués. Il faut dire qu'il ne faut pas aller loin dans cette interprétation parce que c'est quand même un effectif qui est faible. Alors, on a essayé d'expliquer ces évidences à la fois méthodologiques et cliniques, épidémiologiques et cliniques, par des approches biologiques. C'est donc les évidences biologiques. On s'est référé sur le modèle de Ducana qui mettait donc en avant le phénomène de l'adhérence des globules rouges, le rosetting et les cytokines. Alors nous, on s'est intéressé à l'adhérence des globules rouges parasités et ce qu'on a constaté, c'est que cette adhérence était considérablement diminuée chez le sujet très drépanocytaire comparé au sujet AA. Donc, si cette adhérence a une place importante dans le neuropaludisme, on s'est dit que dans cette situation, s'il n'y a pas de neuropaludisme, c'est parce que l'adhérence est considérablement diminuée, c'est ce qui a été démontré. La deuxième étude, ça concerne le rosetting. Même question, si le rosetting a un effet important effectivement dans la genèse du neuropaludisme, lorsque ce rosetting est diminué, on doit trouver une réduction de neuropaludisme chez les sujets AS, ou alors en reprenant la question d'une autre façon, c'est que le sujet AS doit avoir un rosetting beaucoup plus diminué que chez le sujet AA, et c'est ce qui a été rapporté dans cette étude qui a été référencée ici dans le PNS. Il faut dire que la question reste encore ouverte puisque je n'ai pas vu beaucoup d'études en ce qui concerne les autres aspects, mais très récemment, Ferreira et son équipe a rapporté le rôle de l'hème-oxygénase 1 qui consistait en une sorte de tolérance de sujet AS contre le Plasmodium falciparum. J'ai mis la référence que vous pouvez consulter. Alors, voilà donc les relations entre drépanocytose et paludisme, notamment la relation entre drépanocytose et paludisme grave. Notamment, c'est le sujet AS et c'est le sujet SS. Le fait qu'on a une protection du sujet AS contre les formes graves ne doit pas faire conclure à l'extrême qui est de dire que finalement, le drépanocytaire est quelqu'un qui est protégé contre le paludisme. Loin de là, et dans le quotidien, on reçoit des malades, des parents de malades pour dire qu'on a appris que la drépanocytose protège contre le paludisme ou quelqu'un qui a la drépanocytose ne fait pas le paludisme. Mais non. En effet, si effectivement le trait drépanocytaire tolère cette infection, ce n'est pas le cas pour les homozygotes ou syndrome drépanocytaire majeur. Cette étude que j'ai trouvée, une des études récentes significatives faites par l'équipe du Kenya, et qui a porté sur plus de 7000 enfants drépanocytaires et non drépanocytaires pour étudier les risques d'hospitalisation, de paludisme et d'autres affections. Voilà, rapporte qu'il y a un risque élevé d'hospitalisation chez le drépanocytaire sans que ce soit associé
à un paludisme, toutes formes confondues. Mais le message important à retenir de ce travail, c'est que la mortalité associée au paludisme dans cette cohorte est plus élevée chez les drépanocytaires. Ce qui donc justifie la question de la prévention du paludisme chez le drépanocytaire. Elle est justifiée pour deux raisons. Parce que le paludisme, on l'a défini comme une érythrocytopathie fébrile et hémolysante, et on sait que la fièvre est une cause majeure de déclenchement des crises drépanocytaires. Deuxième raison, c'est que cette affection, du fait qu'elle entraîne une hémolyse, est responsable d'une morbidité et d'une mortalité importante du fait que cette affection va entraîner une décompensation anémique chez un sujet qui a déjà une anémie chronique. Alors, quels sont les moyens actuellement en œuvre pour prévenir le paludisme chez le drépanocytaire? Il faut citer d'abord les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ces moustiquaires ont montré aujourd'hui à travers plusieurs études leur efficacité qui atteint 85%. Ceci est considérable et doit être enseigné, à mon avis, aux malades et aux parents des malades. La pulvérisation intradomiciliaire des les études, en tout cas faites du côté du Brésil, montrent que cette pulvérisation est efficace dans 64% des cas. On attend aujourd'hui des études qui combinent ces deux stratégies, moustiquaires imprégnés d'insecticides et pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides. Le troisième moyen, c'est la chimioprévention antipaludique intermittente qui, je dois dire, pose encore de gros problèmes dans la mesure où on n'a pas trouvé de schéma unique, consensuel en ce qui concerne cette prévention. Cela depuis l'avènement de la chloroquine-résistance. Mais enfin, quels sont les moyens aujourd'hui qui sont utilisés? Il y en a trois. L'association sulfadoxine pyrimétamine administrée à la posologie de 1/4 de comprimé pour 10 kg de poids et par mois. L'artesunate abrégé AS qui existe en comprimé de 50 mg. Un comprimé si le poids est inférieur à 12 kg pendant 3 jours. Un comprimé et 1/4 lorsque le poids égale 12 kg ou dépasse 12 kg pendant 3 jours. Enfin, l'amodiaquine, abrégé AQ, comprimé de 250 mg, qui est donné en raison de 1 comprimé lorsque le poids est inférieur à 12 kg pendant 3 jours, et un comprimé et 1/4, exactement comme on le fait pour l'artesunate. Quels sont les schémas retenus aujourd'hui par l'OMS? Il y a 3 schémas. L'association SP, sulfadoxine pyrimétamine, et l'association amodiaquine une fois par mois. Deuxième schéma, SP artesunate une fois par mois. Et le troisième schéma, amodiaquine, artesunate une fois par mois. Il faut dire que plusieurs molécules sont utilisées, en tout cas à travers la bibliographie que j'ai consultée, dans plusieurs pays d'Afrique, notamment dans les pays comme le Ghana, le Nigeria, où d'autres molécules sont utilisées, notamment le proguanil, et qui montrent des efficacités à peu près égales à 36%. Alors, quelle est l'efficacité et la tolérance de la chimioprévention? Alors, là, je vous rapporte cette étude qui a été faite récemment. L'intérêt, c'est que c'est une méta-analyse qui a porté sur un certain nombre de patients, un peu plus de 900,
Il dit ceci, c'est que cette chimioprévention réduit la parasité et les épisodes cliniques de paludisme. Cette chimioprévention est bien tolérée, mais qu'il y a aujourd'hui l'intérêt, il y a un intérêt à étudier l'efficacité d'autres produits. C'est pour dire que il y a un risque qu'on soit dépassé dans les périodes à venir par cette affection palustre. Voilà donc l'essentiel du message que je voudrais passer, que je voudrais résumer ici. D'abord, dire que le paludisme et la drépanocytose sont deux problèmes majeurs de santé en Afrique dont la distribution géographique est superposée. Le deuxième message, le trait drépanocytaire a un moindre risque de développer un paludisme grave. Mais, le troisième message, les syndromes drépanocytaires majeurs meurent plus souvent de paludisme par décompensation anémique notamment, d'où donc la nécessité d'une prophylaxie antipaludique dans les zones d'endémie palustre. Enfin, il se pose au terme de cette revue l'intérêt de tester de nouvelles drogues pour la chimioprévention du paludisme dans notre contexte. Voilà une liste de bibliographies que vous pourriez consulter. Je vous remercie de votre attention.